域展開その通りだ。宿儺。Ryomen Sukuna était par le passé le plus fort des exorcistes, est le plus fort des exorcistes du présent et le sera encore dans le futur et à jamais. Ainsi, bien que ce soit la fin et que celle-ci est indigne de son titre de roi, il restera à jamais une légende. Les adieux au roi des fléaux, fin pitoyable sans développement, on analyse. L'arnaque à Kari vs Uraume théorie, puis le retour de Megumi ainsi que bientôt celui de Yuta. On parle de tout ça. 領域展開それでいい Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 268 de Jujutsu Kaisen, qui n'aura pas pour titre la bataille décisive de Shinjuku infestée de fléaux, mais bien finale. Et oui, c'est bien la fin de Sukuna Kaisen, il est vraiment tombé, c'est toujours aussi incroyable de le dire. Et bon, je tiens à vous le répéter, en ces temps troubles de haine anti-Jujutsu Kaisen, je trouve que c'est légitime de critiquer, mais d'insulter l'œuvre tout entière, c'est discutable. Par contre, insulter l'auteur ou ceux qui apprécient, je trouve ça vraiment assez déplacé. Bref, merci Gege Akutami pour le divertissement, même si rien n'est parfait bien évidemment, et on va en parler. Plus que 3 chapitres pour conclure l'œuvre, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, à la fin du manga, on pourra faire les grosses vidéos analyses, donc on continuera d'en parler, et croyez-moi, la commu en a besoin. Donc commençons tout de suite par la fin misérable du roi des fléaux, le jumeau de Yuji. Et oui, après 50 chapitres de combat, après avoir battu l'ange, Yuki, Maki, Ryu, Yorozu, Kashimoi, Guruma, Yuta, Rika, Maki, Kusakabe, Laru, Miguel, Shozo, Regojo, Yuta, Odo, l'ange, le roi des fléaux, a ainsi perdu face à Yuji accompagné de Megumi et Nobara. Le chapitre s'ouvre donc sur une conversation intérieure entre Megumi et Sukuna qui fait un parallèle graphique avec celle de Yuji et Megumi. Le roi tente de le pousser à abandonner la vie car elle ne sera jamais tranquille, il n'a plus sa sœur qu'il l'a tuée de ses propres mains, perdu son corps, a refusé une main tendue et Yuji qui l'a sauvé est responsable de tout ça. Mais même si le roi veut qu'il abandonne, désormais la donne a changé. Il avait peut-être peur de vivre, mais le roi, lui, a peur de mourir. Et ça le rassure, car comme le dira Megumi, de la même manière qu'il y a une façon particulière de se transformer en relique, être arraché du corps de son hôte pourrait bien lui être fatal selon ce que fait Yuji. En plus, même avec un dernier doigt, à cause de la résonance, l'âme de Sukuna pourrait ne plus être assez forte dans le dernier doigt pour garantir sa survie. Puis on a donc l'effondrement de l'extension de territoire suite au rayon noir de Yuji Itadori, qui fait voler le corps de Megumi en séparant Sukuna. Bon, et tout le monde s'en fout, mais c'est très graphique, ça marche pour montrer que Megumi sort de son emprise et à chaque fois la manière dont est découpé le mouvement, je la trouve belle chez Gege Akutami. Regarde la position du corps de Megumi qui s'envole. Enfin bref, voilà, belle double page. Et le Sukuna n'est alors plus qu'un amas de chair informe, devant lequel se dresse Yuji Itadori, qui lui demande ce qu'il en sera maintenant. Et bien sûr que c'est un énorme parallèle avec Mahito, surtout quand il lui dira « Sukuna, tu es moi ». Et oui, maintenant que Yuji est tout le monde, la grande question c'est qui il n'est pas? Non, pas le H, je suis toi, Hitler. On comprend pourquoi Sukuna le déteste, mais trouve-toi une personnalité! Bon, et plus sérieusement, bien sûr qu'il dit ça car il comprend que parallèlement à Mahito, ils sont chacun des êtres qui ont suivi des voies différentes. Mais il sait que la vie est précieuse, comme il l'avait expliqué précédemment, et que chaque vie est valeureuse, surtout dans le cas du roi des fléaux, car il est impossible de ne pas faire le lien avec sa propre vie. Puisqu'il le dit, ils ont tous les deux été amenés dans ce monde portant une malédiction. Et j'y reviendrai, mais je pense que Yuji connaît déjà ses origines avec sa mère, qui est Kenjaku, s'il dit qu'il est né maudit. Mais bref, voilà, pour Yuji, devenir un monstre ou non, c'est une question de chance. Et lui a eu la chance d'être élevé par son grand-père. Et c'est pourquoi il a autant de compassion pour Sukuna et lui propose encore une fois d'abriter son corps. Non pas pour chercher à maudire autrui, mais bien pour qu'ils vivent ensemble. Et il veut bien l'accepter. Et franchement, quand on lit ça, on est obligé de se dire que le personnage de Yuji a énormément mûri. Face à Mahito, il ne pensait n'être qu'un rouage devant éliminer les fléaux. Maintenant, il est celui qui chérit la vie.
Et quand on pense au début de son parcours, c'est à ce moment-là que ça devient extrêmement fort, car il voulait préserver la vie depuis le début. Et maintenant, Yuji Itadori est devenu une personne dont le lui du passé aurait pu être fier. Oui, ça fait Naruto qui tend la main au même Thorfinn qui n'a pas d'ennemi, et je trouve ça juste magnifique, mais bien sûr, pour voir tout ça en détail, ça prendrait énormément de temps, et ça on le fera sûrement dans une future vidéo, grosse explication sur le développement de personnages de Yuji, c'est excellent, mais un petit peu long d'en parler ici. Bref, le roi des fléaux, fidèle à lui-même, s'éteindra alors en partant à sa manière. Bien sûr, disons que Yuji a poussé la farce un peu loin, mais l'appellera par son nom, Yuji Itadori, alors qu'il ne retient que le nom de ceux qu'il reconnaît. Et c'est beau, mais il part en poussière car il n'acceptera pas de cohabiter avec Yuji, puisqu'après tout, il est un fléau. Oui, c'est beau, Sukuna n'a pas succombé au wokisme de Yuji, mais purée, pourquoi j'ai écrit ça? Bon, et vu que ça a fait couler beaucoup d'encre, on va prendre 2 minutes pour analyser tout ça, voir ce qu'il en est du personnage de Ryomen Sukuna. Une mauvaise fin pour le roi, personnage mal développé. 遺言なんでね、細かいことはどうでもいいっす。俺はとにかく人。 Et déjà qu'on se mette tous d'accord, le titre de roi des fléaux a été respecté en cette fin de Jujutsu Kaisen. Sukuna nous l'a prouvé, c'est bien le plus fort des exorcistes. Mais bien sûr, sa mort, elle, n'est pas grandiose. Sukuna a eu une mort pitoyable, surtout dans cette forme. C'est vrai, qui d'ailleurs m'a fait penser à Fullmetal Alchemist, autant comme être de la fiole que comme Envy dans sa fin, créature qui était énorme, plein de fierté, finissant comme une vulgaire larve à l'image de Sukuna. Forme flaque, comme je l'appelle, mais la ressemblance s'arrête là, car le roi des fléaux a gardé tout de même sa fierté jusqu'au bout. Le roi des fléaux a refusé l'offre de Yuji de cohabiter. Et même si cela ne se fait pas en grande pompe, bah j'ai envie de vous dire que c'est normal. C'est le sort qu'il méritait après avoir causé autant de mal pour juste passer le temps et prouver sa valeur en s'amusant à tuer, disparaître sous les yeux de personnes sans sa force, sans son corps, ce qui faisait sa fierté. Bah c'est juste parfait. Et c'est encore plus fort quand on se rappelle d'une chose simple mais marquante, c'est que lors du début du manga, le grand-père de Yuji lui dira de se servir de sa force pour aider les autres, et ainsi de ne pas mourir seul. Et donc, le roi des fléaux a pris la direction totalement opposée, en ayant, à l'image de sa vie, eu personne à ses côtés dans sa mort. Et donc, encore une fois, désolé pour moi, c'est logique cette mort, bien que ce soit rapide, sans transition vers d'autres scènes, il ne méritait peut-être tout simplement pas tout ça, car il est seul. Après, la réelle question qu'on peut se poser, et là où on peut peut-être réellement critiquer, c'est est-ce que Ryomen Sukuna globalement n'a pas manqué de développement? Et peut-être qu'en réalité c'est ce qui a réellement frustré les gens. Et franchement je suis à moitié d'accord. Car c'est vrai, beaucoup attendaient son flashback, d'en savoir plus sur ses motivations et ses origines. Mais au final, je me dis que c'est cohérent avec l'écriture de Gege Akutami tout le long du manga. Pour le meilleur et pour le pire, l'auteur a un rythme effréné, surtout après Shibuya. Il ne prend pas le temps de poser l'intrigue et j'ai l'impression qu'il ne montre que ce qui est nécessaire à son histoire. Et dans un sens, c'est vrai, je ne sais pas si cela aurait vraiment apporté quelque chose d'en savoir plus sur Sukuna pour le message global de l'œuvre, hormis être satisfait et plus attaché pour nous, bien sûr, avec un Sukuna en tant que personnage. Ça aurait été peut-être mieux, mais en tant qu'antagoniste, bah là, il remplit son rôle et a été assez développé. Parce que oui, contrairement à ce que certains diront, Sukuna a bien été développé durant tout ce manga. Aussi bien dans ses motivations que ses questionnements. Et je sais, c'est vrai, c'est un petit peu décondensant, mais on peut passer à côté de la narration de Gege Akutami qui est assez particulière parce qu'il nous parle du personnage de façon morcelée. On retrouve 2-3 cases par chapitre, ici et là, où justement on a ses réelles pensées. Mais grâce à ça, on nous a réellement montré comment pense le roi des fléaux et ce qui l'anime. C'était tout simplement au final un gros taré psychopathe de 3 mètres à 4 bras. Il a sa vision de la vie hédoniste au-delà de toute considération morale. Il prend ce qu'il veut quand il veut depuis bien longtemps, mais il ressent tout de même un vide intérieur, ne trouvant pas de bonheur hormis pendant les brèves phases où il est challengé. Et le fait qu'il ne se soucie de rien, bah c'est royal. Parfait pour son titre. Mais ça fait que je me dis que c'est même en accord avec son personnage de ne pas s'attarder sur son passé. Même lui, il s'en fout et ça ne change rien. Il ne changera pas et est déjà sûr de lui. C'est là où j'ai du mal à le considérer comme un mauvais personnage car il ne m'a pas déçu narrativement parlant. On aurait pu en apprendre plus sur lui, peut-être qu'il serait devenu plus attachant, mais en réalité j'ai l'impression que c'est le même problème en tout cas qu'avec Nobara. Si tu as eu du mal avec Nobara, alors tu auras sûrement du mal avec Sukuna car son développement est juste le strict nécessaire
pour l'histoire et pas forcément pour l'apprécier ou autre. C'est mon analyse. En gros, ce dont je me suis rendu compte avec des gens déçus, c'est que c'est légitime. On aime ces personnages et peut-être que narrativement, quand on regarde Nobara ou Sukuna, ils ont été peu développés. Mais moi, ça me va car ils ont été assez développés pour remplir leur rôle dans l'histoire. En gros, j'ai du mal avec le fait qu'on dise objectivement c'est mauvais car il remplit son rôle. Mais je comprends qu'on soit déçu de Sukuna. Son rôle dans la narration aura été d'être l'antagoniste et plus que de proposer un challenge pour le cast, et purée oui c'était un challenge insurmontable, pour moi il était très bon car il a fait opposition au personnage principal, surtout moralement. Tout l'énervement de Sukuna face à Yuji aura été justement parce que celui-ci confrontait sa vision de la vie, de la force, de la faiblesse. Dès le début même de ce chapitre de fin, on a encore ce parallèle entre Sukuna et Yuji. Sukuna n'a pas de longue histoire, certes, mais ce n'est pas un ennemi avec lequel on doit compatir, mais c'est celui qui est là pour servir d'opposition au protagoniste Yuji Itadori. En faire des quasi-jumeaux n'est pas anodin, chacun a suivi sa voie. Sukuna n'ayant pas de considération pour quoi que ce soit détruisant la vie, et Yuji Itadori lui chérissant la vie comme le plus précieux des cadeaux. Et c'est même grâce à la vie, celle de ses camarades, qu'il aura vaincu, et même le voir proposer de cohabiter avec Sukuna après tout le mal qu'il lui a fait, c'est juste prouver son propos. Et être seul face à tous aura fait perdre le roi. Même toute cette histoire de possession de Megumi, je comprends pourquoi elle a été aussi centrale maintenant. C'est pas pour rien qu'on a commencé ce chapitre avec une conversation interne, c'est le vrai combat, convaincre quelqu'un de la beauté de la vie. Pour Yuji, la vie est précieuse, chaque moment de celle-ci l'est, et pour Sukuna, une fois que t'as plus de but, une fois que tu n'as plus de direction où aller, pourquoi vivre? Là où même j'ai apprécié le personnage de Ryomen Sukuna jusqu'à la fin, c'est qu'il saura rester dans sa vision, refusant d'être un humain et se considérant comme un fléau. Yorozu lui disait que quelqu'un lui montrerait l'amour et Yuji l'a fait. Il a montré l'amour que lui portait son grand-père et lui a proposé d'en voir plus en cohabitant avec lui. Mais Sukuna, fidèle à lui-même, a entendu mais n'écoutera pas. Il a refusé son destin de jumeau dès la naissance, de cohabiter avec quelqu'un et le refuse une nouvelle fois en cette fin. Car il a choisi, il ne se considérera jamais comme humain. C'est un fléau. Et c'est pour ça que je trouve Sukuna réussi. C'est peut-être pas le plus attachant ou le plus intéressant des antagonistes, mais c'est celui qui a été parfait pour son histoire. Celui qui a pu faire se développer le personnage principal. Voilà, insultez-moi! Non, plus sérieusement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je comprends tout à fait qu'on peut être en désaccord. Tant qu'il n'y a pas d'insulte, je vous lirai. Mais voilà, pour moi, Sukuna a eu le développement qu'il lui fallait pour remplir son rôle d'antagoniste. Et ça me suffit. Peut-être qu'on n'a pas eu son histoire, et encore que. Venons-en à Uraume et le teasing probable du manga sur Sukuna. Car oui, du côté de la blague de l'année, on aura surtout Uraume vs Akari, qu'on retrouve moins habillé, parce que Akari a ses priorités, et je ne pensais pas le voir un jour sans ses Jordan, mais surtout le combat que nous n'avons pas vu est terminé. Car comme Uraume le dit, c'est la fin si Sukuna a perdu. Et oui, c'est tout. C'est lunaire. Donc en gros, il faudrait estimer que le combat Akari vs Uraume, c'était juste un combat pour mettre un immortel et gagner énormément de temps, un combat contre la montre. Il n'y aurait eu rien d'intéressant à nous montrer lors de cet affrontement. Bah ok, dans tous les cas c'est beau de voir que Uraume, en tant que véritable gamer, lorsque on a eu la déconnexion de Sukuna, c'est déco aussi, c'est beau. Ça se trouve juste que Uraume a été déçu comme beaucoup de fans de JJK et a décidé de s'en aller du manga. Bon, après le 397e jackpot d'Akari, je pense que tu commences à en avoir marre. Allez, merci le Axe, au revoir. En réalité, c'est vrai, Akari Kashimo, je voyais mal comment faire mieux. Le concept de Akari, je le trouve incroyable, ce personnage qui ne peut limite pas être tué, tellement hypant avec sa personnalité, mais peut-être que ce n'était pas un personnage qui aurait été intéressant à voir plusieurs fois. Enfin bref, bien évidemment, on a les paroles de Uraume qui disent « Oui, vous avez gagné parce que Sukuna a été incarné, vous avez de la chance d'être né 1000 ans plus tard. » Et bien sûr, je sais reconnaître un gamin rageux d'avoir perdu. Et en disant ça, Akari est heureux. Car avoir de la chance, ça fait tout pour lui. Mais en vrai, je sais pas pour vous, mais nous dire que Sukuna était plus fort car dans le passé, il fallait vraiment le tuer, pas juste le séparer de son hôte, et le fait même qu'on n'ait pas eu son flashback, si ça c'est pas pour nous hyper pour un futur spin-off sur lui, la Suicide Squad de l'ère Heian qui a réussi à défaire le roi des fléaux et qui l'a forcé à se séparer en 20 doigts, désolé j'en ai que 10, bah c'est bizarre, c'est pour ça que je me dis que Gege Akutami a fait le strict minimum avec Sukuna. Ça suffit peut-être pour JJK,
mais ça sent et ça pue le spin-off. Je vous le dis, même Uraoube, au final, on sait même pas d'où il sort ce sbire. Alors qu'en plus, il y a des théories folles sur le personnage, comme quoi Uraoube serait une arme de Sukuna avec une âme, une sorte de Shikigami bizarroïde. Mais bon, ça sent et ça pue le spin-off. Ou même un film sur l'histoire de Sukuna, mais quel plaisir ce serait. Franchement, vu la centaine de films KMHA, un film JJK sur ça, il y aurait vraiment des choses qu'on voudrait voir. Mais bon, le sujet de la vidéo de cette semaine, ce n'est pas les spin-offs, peut-être pour la semaine prochaine, mais en tout cas, terminons sur Megumi Fushiguro et le retour de Yuta. 全然違うよ。 Donc retournons sur le garçon suicidaire. Car Megumi se disait avant d'être libéré de l'emprise de Sukuna que depuis le début, il n'a pas voulu vivre sa propre vie et que beaucoup de personnes sont comme lui. Mais cette fois, il va tenter encore une fois de vivre pour quelqu'un d'autre. Alors qu'il vivait pour sa sœur, peut-être désormais qu'il vit pour ses camarades. Bon, et justement, après tout ça, on aura le droit à son réveil. Alors qu'il semble être dans l'endroit où il s'entraînait avec Gojo, peut-être qu'on l'a mis là, dans l'endroit le plus sécurisant pour lui, la chambre du plus fort, qui sait. Quoi qu'il en soit, Yuji et Nobara sont là. Et ils préparent une prank, et c'est raté. Et purée, ça fait plaisir de les revoir faire les débiles. Puis Yuji va donner 2 lettres remises par Shoko, écrites par Gojo à Nobara et Megumi. Yuji ayant pu lui parler de vive voix, et j'ai bien une idée de ce qu'il lui a dit, mais on en parle juste après. Et du côté du Nobara, Gojo a écrit avoir retrouvé sa mère, lui dit ce qu'elle fait, sa localisation, mais elle s'en fout. Et en vrai, nous aussi en réalité, même si on peut se demander pourquoi Gojo sait où est ta daronne. Qu'as-tu fait, Gojo? Et du côté de Megumi, alors que Nobara se demande s'il va être classé rang S, on le verra d'abord se retenir, puis rire de bon cœur en lisant le message de Gojo. Malheureusement, ton père a été tué et enterré. C'est moi, désolé. Et c'est vrai, c'est un truc de taré. Mais en vrai, ça correspond tellement au personnage de Gojo Satoru. Puis même si ça lui tenait vraiment à cœur à Gojo de lui raconter tout ça, parce que bien sûr c'est la première chose qu'il a tenté de lui dire en le rencontrant, mais il a été coupé. En réalité, Megumi n'a jamais réellement voulu savoir ça. Il n'a jamais semblé intrigué par ça et bon, ils se connaissent, Gojo l'a même élevé dans un certain sens, donc il doit sûrement savoir que c'était pour des bonnes raisons et surtout, franchement, il a dû le regarder, l'arbre généalogique des Zénines, et voir qu'il y avait une personne dont personne ne parlait et étrangement, personne n'était son père à part lui. Enfin bref, mais ça reste tout de même beau que dans cette fin, Gojo Satoru ait réussi à faire sourire Megumi. Il voulait s'occuper d'eux et l'a fait. Et du côté de Yuji, je me dis qu'on apprendra sûrement leur conversation à la fin du manga, mais étant donné que la lettre de Nobara et Megumi concerne leurs parents, je vois bien Gojo avoir découvert que Kenjaku avait possédé Kaori Itadori, et donc que Yuji savait toute son origine durant cette bataille au final. Et ça expliquerait pourquoi il a dit à la fin à Sukuna qu'ils ont tous les deux été maudits à la naissance. Enfin bref, très hâte de voir ces chapitres de conclusion plus introspectifs sur Yuji. Et au passage, on a même un Megumi qui dit qu'il devrait s'excuser et remercier tout le monde. Et oui, merci, tout le monde a tellement douillé pour que tu reviennes et que tu rejettes la première main de Yuji. Espèce. Mais surtout, je tiens à vous le dire, selon certains, ça nous montre ces lettres que Gojo savait qu'il perdrait, mais moi, je préfère croire que Gojo était surtout sûr que ses élèves gagneraient. Quoi qu'il en soit, ils iront alors tous en direction d'une salle accompagnés des autres pour sauver Yuta, et tout ceci est bien mystérieux, car on entendra même une personne dire « Enfoiré Yuta !» Et déjà, est-ce qu'il est encore dans le corps de Gojo? Est-ce que c'est Gojo qui aurait insulté Yuta? Car peu de personnes l'appellent par son prénom, hormis Gojo, Miguel et Shoko peut-être. Bon, j'ai vu les plus fous dire que c'est Takaba qui est en train de s'embrouiller avec le corps mort de Yuta parce qu'il est fou, comme d'habitude, et que c'est lui qui va le ramener à la vie en blaguant. Ce serait n'importe quoi. Mais la grande question, c'est pourquoi d'autres personnes doivent être présentes. C'est vraiment étrange. Est-ce qu'il y aura un lien avec la création d'âme du principal Yaga, donc ce qu'il a fait pour faire naître Panda, qui est un des grands mystères de Jujutsu Kaisen, parce que jusque-là, ça n'a pas été utilisé. Dans tous les cas, en tant que fan de Yuta, je suis heureux. Sauf s'il devient le nouveau gardien de ce monde et s'est transformé en fléau, oui, il serait dégueulasse. Après plusieurs questions en suspens, hâte de voir ce qu'il en est pour Tengen, pour la traque mortelle, parce que normalement elle ne s'arrête pas juste comme ça. Et vu les pistes qu'on a et quelques arguments que j'ai de côté, je pense qu'on peut se faire la semaine prochaine une petite vidéo sur le futur possible de Jujutsu Kaisen 2. Donc rendez-vous samedi prochain. Pour moi, ce chapitre de conclusion n'était pas si mauvais que ça, et je suis surtout un petit peu triste, parce qu'avec ces lettres écrites par Gojo,
bah ça sent véritablement la fin du personnage. Sauf si on sait jamais, il sort d'une boîte à la fin du manga et dit « Oh Capi, c'est moi, je suis revenu !» Et globalement, le chapitre 268 de Jujutsu Kaisen est une conclusion. Le cycle des fléaux a pris fin avec son roi, et dans son dernier soupir, face à la victoire de Yuji sauvant son camarade, le roi le reconnaît. Yuji Itadori a bien une volonté ridicule, mais à toute épreuve. Sauf qu'il n'acceptera pas sa clémence. Après tout, Ryomen Sukuna est un fléau, et surtout, le roi des fléaux. Et alors que la vie reprend son cours et que les derniers mots de Gojo Satoru sont transmis à ses élèves dont il était sûr de la victoire, un écho se fait entendre pour le retour du fils prodige. Et qui sait où cela va nous mener? My best friend!